De retour en compagnie du docteur Céline Lamy, pédopsychiatre. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. C'est sûr que l'enfant, il est dans des écosystèmes, puis son premier écosystème, c'est la famille. C'est évident, puis là, je veux dire, c'est comme ça. C'est écologique. Mais là encore, je le dis, oui, il y a les parents, mais les parents qui sont eux-mêmes issus d'un système, et on est tous quand même les petits soldats d'un grand système qui nous dit, bah, c'est comme ça que ça marche. Donc, oui, les parents, c'est évident, mais... allons regarder du côté de, comme je dis toujours, le grand Manitou qui nous donne ces injonctions, qui stresse les parents au max, qui leur dit « si tu fais pas ça, alors ton enfant va avoir ça ». Puis je veux dire, être parent, être parent, c'est l'emploi, les employeurs. C'est stressant d'être un parent actuellement avec toutes les injonctions, tous les trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous disent « fais pleurer ton enfant, ça va l'aider à s'endormir. Non, le fais pas pleurer parce que tu vas créer des traumas. Mets-le sur le ventre, non, mets-le sur le dos. Le time-out, c'est non. Le time-out, c'est oui. » Tu sais, tes parents, puis tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Négocier avec ton enfant ou non, c'est toi qui décides, reste le parent. C'est de la folie, en fait. C'est vraiment de la folie. Je trouve que Qu'est-ce que vous diriez aux parents à ce moment-là, dans tout ce mélange? Moi, je leur demande de revenir un peu à du bon sens, quand même. Écouter leur petite voix. Ouais, de se faire confiance, c'est important. Puis je leur dis toujours, le lien. Tu sais, on peut scraper plein de trucs dans notre façon d'éduquer les enfants, mais si notre enfant, il part avec un attachement sécure, c'est déjà très, très, très cool. Souvent, moi, je dis aux parents, ne laissez jamais les devoirs et les leçons venir miner votre relation avec votre enfant. C'est ça, exact. Ça, là. Le nombre de parents qui viennent et puis qui me disent justement, mais là, j'en viens à me battre avec mon enfant. Tu sais, tout ce narratif de la guerre, c'est terrible. Puis je les conscientise à ça. Je dis, écoutez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Là, vous dites se battre, c'est un combat. J'ai plus d'armes. Hey, voyez, vous êtes en hyper-vigilance. Votre enfant arrive à la maison, puis vous êtes comme un guerrier, prêt à en découdre avec le couteau dans les dents. Puis votre cerveau, il n'est pas prêt à l'accueillir. Puis l'enfant le sent. Donc, c'est sûr que les devoirs, c'est d'emblée, ça ne peut qu'être un échec. Mais en même temps, il y a une pression telle, puis il y a des parents qui me disent « OK, mais là, j'apprends qu'il y a un examen demain, puis je réalise qu'ils n'ont pas forcément vu toutes les notions, donc je me donne comme obligation... » D'être le deuxième enseignant. Oui, moi, j'ai essayé ça de temps en temps. Mon Dieu! Je le dis, vous n'êtes pas le deuxième enseignant de votre enfant. Incapable. Non, c'est un milieu intéressant, sécurisant à l'enfant. Exact. Vous n'avez pas à vous substituer. Non. Puis si, le but, les devoirs, c'est ça, c'est de voir s'il a compris. Donc, s'il n'a pas compris, vous mettez une note à l'enseignant. Exact. C'est son travail de lui expliquer, puis c'est pas d'arriver à l'école avec, vous mettez les réponses à la place de votre enfant, mais c'est vraiment toute cette pression-là, puis il y a l'anxiété de performance aussi. Ah oui, de plus en plus, puis qui arrive de plus en plus tôt. Et on a toujours l'impression que la pression est mise par le parent, mais il y a plein d'enfants dont les parents sont quand même très, très cool, très accueillants en disant, tu sais, c'est pas la note qui compte, l'important, c'est que tu aies compris. Eh bien, ces enfants, il y en a de plus en plus qui se mettent la pression tout seuls. Mais vraiment, tout seul, c'est pas tout seul, mais qui internalisent des discours qu'ils entendent. Puis oui, à partir du moment où on entend le mot note, il y a quelque chose à revoir aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est d'avoir 100% là, puis demain, tu t'en souviendras plus? Ou c'est de t'être nourri d'une connaissance, puis d'être content d'être nourri, puis d'avoir appris quelque chose? Puis il y a des parents qui vont être cool parce que les enfants apprennent par l'exemple du parent. Oui. Le parent peut dire, par exemple, c'est pas grave, tu sais, stresse pas avec ça, mais si l'enfant voit son propre parent... J'allais y venir, c'est ça. Être lui-même tellement dans la performance, dans le décorum, dans la droiture, mais quand même que le parent lui dise, c'est pas grave, l'enfant, c'est pas ça qu'il voit. Ça parle toujours de l'authenticité du parent, puis je le dis. Le deuxième conseil, donc le lien,
et soyez authentique. Ne jouez pas un rôle, parce que c'est ça, l'enfant, c'est un être sensoriel. Oui, il n'a pas toutes les cues pour comprendre cognitivement, mais il sent quand vous êtes inauthentique, puis quand vous lui dites un truc qui colle pas. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, c'est pas bon. Puis oui, l'anxiété de performance, le truc où des jeunes filles qui disent « Ah, je m'aime pas, etc. » Puis la maman qui dit « Mais pourtant, tu sais, puis c'est correct. » Puis la jeune fille de dire « Bah oui, mais toi, t'arrêtes pas de te peser, puis de dire « Ah, j'aime pas mon ventre. » Ah, donc, c'est ça. Effectivement, on a un petit souci là-dessus. Donc, oui, c'est pas la peine d'essayer d'incarner un truc qu'on n'est pas. Ça veut pas dire non plus c'est ça. Mais oui, c'est super important pour cette histoire d'autant. J'ai perdu le fil, ça y est. Alors c'est bon. On a tellement de choses à compter, mais allez-y, c'est pas grave. Mais l'authenticité, ouais, c'est super important pour l'anxiété de performance parce que oui, en plus des enfants qui voient leurs parents bûcher, rentrer tard, être toujours sur leur ordinateur, puis dire « Attends 2 secondes, c'est vraiment important pour mon travail, puis si je fais pas ça à mon patron, alors va. » Ben, ça s'appelle l'anxiété de performance. Et c'est ça, c'est sûr que si on veut changer des choses, il faut que le parent ou les gens qui sont autour de ces enfants-là, puis même l'enseignant, moi je parle des intervenants, on parle des parents, mais quand on a un élève dans notre classe, ça ne fonctionne pas, bien, avant de remettre l'enfant en question, on devrait nous se remettre en tant que professionnels, enseignants, entraîneurs, coachs, les adultes qui sont en position d'autorité auprès de cet enfant-là, de dire, ben moi, qu'est-ce que je fais de pas correct? Comment ça se fait que ce jeune-là, ce joueur de hockey-là réagit comme ça, moi, en tant que coach ou en tant qu'enseignant ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui fait? Parce que le lien, c'est pas juste le parent, là. C'est ça. C'est ça qu'on oublie, justement, puisque je reproche aussi beaucoup sociétalement, c'est qu'on se dit, les parents, le lien d'attachement, mais l'enseignant, c'est une figure d'attachement secondaire, mais essentielle dès la maternelle, en fait. Puis c'est sûr, si cet adulte-là n'incarne pas quelque chose de sécurisant ou banalise ce lien parce qu'on lui a dit « Ok, tu dois pas t'attacher aux enfants, tu dois pas aimer les enfants ». Mais là, c'est une erreur encore. Oui, on peut être attaché à nos élèves et puis on peut avoir de l'affection pour nos élèves. C'est pas le problème parce que c'est important que l'enfant se sente sécurisé. Bien sûr que vous n'êtes pas son parent, mais un enfant qui est pas sécurisé à l'école, puis on le sait, il est en hypervigilance, va mobiliser son cortex préfrontal quand il est en mode survie. Je veux dire, c'est la base, mais c'est comme s'il fallait le redire à chaque fois. Le coach, c'est la même chose. Il y en a qui ont le tour, il y en a qui ne l'ont pas. Le médecin, c'est la même chose. Il y en a qui ont le tour pour être avec les ados et les enfants, puis d'autres qui ne l'ont pas, puis qui me disent « Ah, je ne comprends pas, lui, il ne m'a jamais parlé. » Puis moi, je le rappelle en disant « Bah oui. » Tu sais, c'est parce que ça prend de se dire « Cet enfant-là, il a besoin d'être sécurisé dans mon bureau, donc comment je vais faire en sorte pour créer du lien? » Puis ça prend pas grand-chose. Hein? Moi, à 8 ans, ce fut un dentiste, 3-4 mots. C'est ça. Puis ça a été longtemps avant que j'y retourne. Là, il faut incarner quelque chose, puis il faut être authentique. Et il ne faut pas suivre une règle de se dire « je suis docteur pédopsychiatre, donc je dois faire ça ». Parce que là, les enfants, je veux dire, ils ont peur de nous, en fait. Puis ils ont raison. Moi, je leur dis souvent « tu as raison. Moi, je ne parlerai pas. » Au début, quand un enfant ne me parle pas, je dis « moi, tu as raison. » À ton âge, si ma mère me mettait dans un bureau avec quelqu'un que je ne connais pas, je ne lui aurais pas parlé. Donc ça, c'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Puis les ados me regardent comme ça. Mais c'est la réalité. Heureusement quand même qu'on ne se confie pas comme ça, puis qu'on ne donne pas nos tripes à n'importe qui. Je trouve ça extrêmement positif. Puis ça prend aussi, c'est ce que j'explique à mes étudiants, de donner de soi aussi. Parce que des fois, il y a cette rigueur et cette rigidité. Certains disent c'est la neutralité bienveillante au niveau psy. C'est pas bienveillant d'être neutre complètement, c'est pas vrai. Il faut donner de soi. Donc moi, j'y vais avec des petites anecdotes. À certains parents, je dis « Ah oui, moi, quand j'avais mes enfants, telle chose. » Et puis, genre, ils vous regardent « Ah bon? Parce que vous aussi, la pédopsychiatre... » Ah, vous êtes mère? Ah ouais, c'est ça. Vous avez merdé de temps en temps? Ben oui, pas qu'un peu. Puis 2 fois plutôt qu'une. C'est ça. Puis l'ado, à qui je dis « Bah oui, moi aussi, j'ai un ado de 15 ans. » Puis tu sais, c'est cette proximité. Je vois pas pourquoi un patient viendrait nous livrer des trucs puis que nous, on lui dirait rien de nous. Un mur. Ah, ça marche pas. Parce que neutre, ça le dit, c'est le point mort. Exact. Il n'y a pas grand-chose qui se passe au point mort. Pas grand-chose. Vous avez écrit, je veux quand même qu'on parle de votre livre « Il pleut à la maison », parler de votre santé mentale à vos enfants, parce que ça veut tout dire, ce titre-là. C'était quoi l'objectif de ce livre-là?
Ben, c'est parti en fait d'un constat personnel. J'ai fait un effondrement dépressif, on va le dire comme ça, aux 3 ans et demi de mes enfants. Et puis, j'étais en pleine carrière psy et je me suis dit, bah, je vais cacher ça. C'est ça, je vais faire pas le clown, mais je vais... ça tombe pas en dépression. Ben non, c'est ça, ben je vais cacher ça à mes enfants, en tout cas, puis ils s'en rendraient pas compte du tout. Donc, j'ai pris quelque temps la prescription de mon médecin, et puis je me suis dit, tout va bien aller, pas la peine de dire quoi que ce soit. Et puis, justement, l'école maternelle, l'enseignante vient me voir en disant, mais Joseph, mon fils, il dessine beaucoup, il dit que c'est pour vous parce que vous êtes malade, puis... On se demandait, est-ce qu'il y a de quoi? Elle pensait que j'avais un cancer, quelque chose comme ça. Puis je tombe de ma chaise en réalisant qu'il sent qu'il se passe de quoi, mais il ne sait pas quoi. Et il dessine des trucs, mais je sens qu'il est très, très contrarié, puis il se questionne. Et c'est là que je commence à chercher au niveau de des livres. Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? Puis pas grand-chose. Oui, il commence à y avoir des programmes pour... accompagner des enfants dont les parents ont une maladie chronique physique, le cancer, comment en parler aux enfants, mais la maladie mentale, secret, rien. Et même des spécialistes, mais anciens, qui disent non, la folie, on n'en parle pas à nos enfants, c'est pas pour eux. Mais là, je réalise quand même qu'on a un gros souci. Puis je commence à voir dans ma patientèle des jeunes, justement, qui portent aussi des problématiques qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent aux parents, des parents qui cachent leur situation aux enfants. Donc, des enfants qui ont, par exemple, de l'anxiété de séparation, qui veulent plus aller à l'école, ou qui font tout pour se faire virer, puis revenir à la maison. Puis on découvre finalement que le parent m'a caché qu'il est en dépression sévère et en arrêt depuis des mois et des mois. Donc, l'enfant, en fait, il va aller prendre soin. Exactement. Et là, je me dis, OK, Céline, c'est le moment d'écrire de quoi, parce que tu as été là-dedans. Et donc, oui, j'ai dédié ce livre-là aux parents qui ont des diagnostics de dépression, TPL, etc., de pourquoi c'est important d'en parler aux enfants. Première chose, parce qu'ils savent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas mettre de mots dessus. Exact. Et quand un enfant ne comprend pas, jusqu'à à peu près 10 ans, les enfants sont très centrés autour d'eux et ils pensent que tout ce qui arrive dans le monde, autour d'eux et même plus loin, c'est grâce à eux ou à cause d'eux. Donc, de fait, un enfant qui ne sait pas va aller chercher des infos, alors dans la cour d'école, puis il va entendre parler des fois de la mère d'un tel qui est folle. Donc, il commence à se dire, OK, il se passe quoi? Certains petits malins vont aller sur Internet, mais c'est pas mieux non plus. Puis surtout, les plus petits vont se culpabiliser en disant, si maman pleure ou si papa est triste, j'ai fait quelque chose, puis je suis pas un bon enfant. Puis peut-être même, il y en a qui me disaient, peut-être même qui m'aiment plus, peut-être même qui veut plus de moi comme enfant. Mais ça, c'est des choses qu'ils ne disent pas à leurs parents parce qu'ils veulent pas en rajouter. Donc, c'est des enfants qui, là encore, viennent petit à petit se couper de leurs émotions, se couper de leurs besoins, se couper de leur nature. Donc, c'est des enfants qui jouent moins, qui vont moins dehors parce que, tu sais, je veux pas contrarier papa et maman. Ils deviennent des mini-adultes qui veulent se prendre soin. Complètement. Donc, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut sortir de la honte et du secret, des a priori. Je déconstruis tous les a priori que les parents ont pu me dire dans ma carrière sur « oui, mais si je lui en parle, par exemple, il va me voir comme fou. Oui, mais j'ai honte. Oui, mais un enfant, ça n'a pas besoin de savoir ça. Oui, mais je suis capable de jouer la comédie. » Puis, je réponds aux parents dans des petites capsules en disant « oui, mais quand même. » Et puis, j'ai écrit à la fin du livre des contes, parce que je crois vraiment au pouvoir des contes. J'ai été formée pour ça, pour lire justement l'histoire de Ninou, la vie orageuse, qui est une petite lionne, une lionne qui gère mal ses émotions. Donc, c'est une métaphore du TPL. Il y a aussi Amandine et le roi de Bipole, donc son père est bipolaire. Rien n'est jamais nommé là-dessus, mais en tout cas, ce sont des métaphores qui peuvent être lues au tout petit, puis même au plus grand, qui permettent de mettre la table, en fait, pas d'être dans des questionnements toujours trop directs, mais c'est ça, de mettre la table, puis de tranquillement venir aborder les choses. Puis ce que je dis aux parents aussi, ils me disent « Ah, je leur dirai en cas d'urgence ». Il n'y a rien de pire que de voir, par exemple, une ambulance qui arrive puis qui vient chercher papa ou maman. C'est tellement traumatique pour un enfant, tellement. Parce que si l'enfant l'avait su oui, en disant, tu sais, voilà, en ce moment, puis si jamais il se passe de quoi, alors... Tira, par exemple, on va appeler tonton et tata et ils vont venir te chercher, et puis, ou papi, mamie, puis voilà.
Puis quand c'est des parents avec des maladies chroniques sévères, on parle de psychose ou de maladie bipolaire, puis oui, il peut y avoir des épisodes très, très, très impressionnants pour les enfants. C'est important qu'ils ne soient pas dans une sorte de tourbillon et de tsunami. Donc, quitte à effectivement aussi écrire sur un papier qui est sur le frigo, voilà, si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Chez qui tu vas aller? Parce que quand c'est à l'urgence comme ça, c'est tellement violent pour les enfants. Ça les abîme beaucoup. Beaucoup. Vous avez écrit aussi, vous avez un petit nouveau, là, vous avez écrit votre et c'est un essai. Le drame des enfants parfaits. Oui. Quel est le drame des enfants parfaits? On en a parlé avant notre discussion. Mais... c'est en fait tout le drame de la normalisation de l'enfant, le fait de vouloir calibrer les enfants. J'utilise la métaphore de l'agriculture intensive. Je dis qu'effectivement, on élève les enfants dans cette société néolibérale qui veut des petits champions en permanence, qui soient toujours la meilleure version d'eux-mêmes en permanence, puis que ça ne s'arrête jamais. Donc, très tôt, c'est ça, même dans le couffin, là, plutôt que de leur donner des jouets ou de les faire jouer librement, on va leur donner des jouets éducatifs, quitte à ce qu'à 6-8 mois, ils parlent déjà le mandarin, on ne sait jamais, des fois qu'ils soient ambassadeurs. Mais c'est ça, en fait, cette société des enfants qu'on remplit on en fait des petits singes savants. C'est ça, puis on les remplit d'inutiles alors que l'essentiel, le lien, et même pas les écoles là. Avec 3 langues, et là, il y a 3 langues. Donc, oui, mais c'est des petites éponges, ils vont apprendre plein de choses. Oui, mais sauf que, voilà, puis jusqu'à un moment donné, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce que tu le connais vraiment? C'est quoi vraiment ses richesses, ses potentiels, ses talents, ses domaines où il se sent vraiment bien? Parce que malgré tout, c'est important, si on arrivait tous à être des professionnels dans un truc où on se sent vraiment sur notre X, puis on est capable de donner notre part, ça éviterait peut-être autant d'effondrement professionnel, d'épuisement, parce que c'est ça, si on ne se sent pas bien, c'est difficile. Puis ça ne veut pas dire forcément un métier avec des études. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent puis qui me disent, moi, voilà, c'est ça que je fais, puis la société pourrait considérer que c'est un petit métier, mais c'est ça, c'est là où je me sens bien, puis c'est ça, en fait. Puis je suis content, effectivement, d'avoir étudié ou pas étudié pour ça, mais je suis là sur mon X. Puis c'est ça que je dis dans le livre, c'est que je refuse qu'on m'amène des enfants en disant ça marche pas, par exemple, à l'école, puis booste-moi ça, là, s'il te plaît. Non, je ne veux pas te le booster, je ne veux pas te le doper. On n'est pas dans de l'agriculture intensive. Il y a des parents qui arrivent vraiment dans vos bureaux en pensant que vous allez prescrire quelque chose qui va faire en sorte que l'enfant va vraiment être plus performant, il va avoir des 95 % pour devenir médecin, genre. Qui ne disent pas pour devenir médecin, mais qui ont dans l'idée qu'on leur a dit qu'à l'école, ça ne fonctionnait pas et que... ils ont essayé quelque chose. Des fois, ils font des petits essais, les coquins sans prescription, la médication d'un tel ou d'un tel. Puis, on s'en est rendu compte en quelques semaines. Ils vont prendre la médication oui, ça arrive. Il y a des délinquants quand même qui font des petits essais quand même, on va se le dire. Donc, je me fâche vraiment. Puis, je leur dis, vous savez, ça, c'est digne d'un signalement au DPJ. Parce que c'est grave. Oui, c'est droguer son enfant là, avec des médicaments. Il y en a qui font des essais pour le dodo aussi, leur propre médication. Oui, mais en même temps... Un petit peu de gin dans le lait. Non, plus la médication que... Ouais. Mais je souris, mais en même temps, ça dit le drame de ces parents qui sont à bout de ressources, puis qui ne savent plus, puis qui se disent, pourquoi pas. Donc oui, il y a des parents, mais... Pas tant pour très tôt, mais à l'adolescence, là, quand ça commence à être pas facile, puis qu'ils disent, ça prend de quoi, là, parce que c'est notre chute. Mais non, ça prend pas de quoi parce que c'est notre chute. Si c'est notre chute, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est anxieux, peut-être qu'il est en dépression. Tu sais, c'est pas juste ça prend de quoi pour ses notes. Vous vous rendez compte que vous venez me voir juste pour qu'il maintienne un 90%. C'est hors de question. Puis il y a aussi les étudiants après à l'université ou au cégep qui viennent me voir, qui n'ont jamais eu de diagnostic, puis qui disent « Ah là, j'y arrive plus ». Oui, mais peut-être que soit tu n'as pas les bonnes méthodes, ou soit c'est trop pour toi. Puis c'est comment on n'accepte pas à un moment donné qu'on a atteint notre palier de capacité au niveau scolaire. Puis c'est l'acceptation, puis donc on booste. Puis c'est sûr que prendre de la médication comme ça, ça va donner un petit booster au niveau de l'attention, de la concentration. Après ça, tu vas le reprendre quand, ce petit booster-là? Quand ça va être stressant au travail? Ça s'arrête jamais. Quand tu vas te chicaner avec ta conjointe. C'est ça. Puis ce qui est
un peu, mais beaucoup dérangeant dans tout ça, c'est qu'à travers, c'est que les parents, on veut le bien pour nos enfants. Oui. Alors, c'est justement, là, c'est quand on essaie le médicament, c'est pas parce qu'on veut droguer notre enfant. Non, c'est parce qu'on veut le bien, puis on essaie des fois de tourner les coins ronds, puis où on va faire telle chose, où on va mettre de la pression parce qu'on veut le mieux pour lui, parce qu'on veut qu'il soit heureux, bien nanti, qu'il n'y ait pas de problème financier. Alors, c'est ça qui est très... je vous dirais, déchirant pour nous, les professionnels, c'est qu'on sait très bien que le parent, ce qu'il veut avant tout, c'est le bien de son enfant. Donc, même s'il fait des choses pas très, très correctes ou peu orthodoxes, ben on le sait que c'est pavé de bonnes intentions. C'est ce que je dis dans l'essai, c'est que à la base, j'ai peu rencontré en 20 ans un parent qui se lève le matin en disant « je veux faire du mal à mon enfant ». Il y en a quelques-uns, mais on les voit dans les faits divers. Puis donc, je veux dire, mais non, la majorité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon coco? Puis c'est des parents qui souffrent, qui sont démunis, qui ont leurs propres défis. Puis moi, je fais partie de ces parents-là aussi. Idéalement, on veut que les gens qu'on aime aillent bien, c'est évident. Puis quand, évidemment, l'enseignante nous appelle en disant en septembre, à la fin septembre, il va être en échec. Enfin, je veux dire, ça allume des alarmes d'hypervigilance ou il ne va pas se faire d'amis, il faudrait le faire évaluer. Enfin, je comprends que les parents paniquent puis se disent, mon Dieu, il faut aller voir un professionnel. C'est ce que j'aime que les enseignants tirent la sonnette d'alarme, mais il y a la façon de le faire. Y aller tout de suite dans des prédictions catastrophiques comme « il va être en échec » ou « il n'aura pas d'amis », je trouve ça vraiment pas cool. En début de carrière, je me souviendrai toujours de Jonathan qui était dans une classe de troubles de comportement que je suivais en privé et j'avais l'enseignante qui m'avait dit, écoute, parce que j'essayais de le sortir, de le remettre en classe régulière. Tu sais, Claudine, Jonathan, il est TC cette année, il va être TC l'année prochaine, puis il va être TC dans 2 ans. Ben, je dis... Je pense que tu ne me connais pas. Ça n'a pas pris un an. Je l'avais sorti de la classe spéciale, mais ça aussi, il faut en parler. Comment ces étiquettes-là... puis, bon, dans le milieu scolaire, on va dire, des fois, on va dire, élève TC, prof TC, là, quand ça fait trop longtemps que tu es avec des élèves TC. La même chose au préscolaire. Quand ça fait 25 ans que tu tiens avec des petites 3-5 ans, ça se peut que tes propres comportements d'adultes, sans le savoir, ont peut-être tendance un peu à avoir des comportements enfantins. Mais là, c'est vous la mieux placée que moi pour le dire. Je ne veux pas m'improviser, mais en tout cas, j'y vais avec un peu mon expérience sur le terrain. Mais c'est ça. C'est vraiment ça qui est dommage à travers tout ça. Ben, c'est comme des prophéties autoréalisatrices dans lesquelles on enferme l'enfant, puis où on lui laisse plus la chance de s'en sortir. Puis c'est ça, tu sais, même dire... le prisonnier a plus de chance que lui. C'est un TC, enfin, je veux dire, waouh, on utilise le verbe être, c'est identitaire. Comment veux-tu t'enlever cette étiquette alors qu'elle fait partie de toi? On travaille en thérapie narrative, justement, d'enlever les couches autour de patients qui disent « je suis dépressif ». Oui, mais si tu es dépressif, alors le jour où je vais travailler sur ta dépression et l'enlever, il y a une partie de toi qui part avec, donc c'est pas possible. C'est « j'ai une dépression, je souffre de dépression », etc. Mais c'est tout un travail de détricotage au niveau du narratif, c'est hyper important. Puis quand on est enseignant, on peut pas, puis je sais que ça se dit comme ça, mais ça se dit aussi à l'hôpital, c'est un TDAH, c'est un trauma machin. Non, 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 est-ce qu'on peut être vigilant? On a cette responsabilité en tant qu'adulte professionnel de pas aller dans des rapidités, des raccourcis de discours comme ça, parce que ça vient teinter aussi notre façon de penser, les enfants. C'est vraiment, vraiment... Parce que les paroles, c'est de l'énergie. On s'en va un petit peu dans l'ésotérisme, là, mais veut pas, c'est comme ça. Puis effectivement, si on dit aux jeunes, il y a une différence en dire, ce jeune-là a un TDAH, puis c'est un TDAH. Ah, c'est complètement différent. Vraiment, ça change tout. Surtout si l'enfant nous entend. Puis même le parent qui entend puis ça. Surtout quand l'étiquette n'est pas la bonne. Alors imaginez. C'est encore pire parce qu'on sait que ça, c'est un autre débat. Mais puis même les collègues de travail aussi, on a un devoir en tant que professionnel de faire attention comment on va parler de ces enfants-là. Parce qu'à travers, justement, à travers ça, il y a des stagiaires. Oui, ben oui. Oui, puis il s'inspire effectivement de tout ça, mais il y a tout un vocabulaire, et puis j'ai sorti un petit article dans Le Devoir la semaine dernière, parce que justement sur un réseau professionnel, un professionnel d'éducation parlait des enfants comme certains enfants indésirables.
Puis donc, je l'ai questionné. Vraiment, je suis tombée là, à ce moment-là, pas de chance. Puis j'avais envie de le questionner sur c'était quoi l'indésirabilité de certains enfants, en lui laissant la chance aussi de se reprendre, en me disant, OK, t'as merdé, mais vas-y... Non, mais il a continué en disant que des milliers de profs parlaient d'enfants comme des indésirables et que le mot indésirable était même un mot doux par rapport à ce qui était employé. Puis moi, ça me préoccupe. Puis j'imagine qu'il se dit, oh, on est des milliers comme ça. Bon, je connais un peu le narratif de dire, je suis pas le seul dans la gang. Mais c'est déjà un de trop. Ce terme d'indésirable. Puis de prendre une tribune, parce que tu as un devoir quand tu as une tribune exact. Aussi. Puis c'est déjà un trop. Puis de se dire qu'il y a des professionnels qui considèrent d'autres humains comme des indésirables et des enfants qui sont extrêmement vulnérables, ça me pose question. Vraiment. Je pense qu'ils ne sont pas au bon endroit au niveau de leur profession. En tout cas, pas dans cette classe-là, avec ce professionnel-là. Exact. Dans cette école-là. Puis à quelque part, on peut entendre, parce que je le sais, je suis sur le milieu, c'est de plus en plus difficile. Oui. Puis moi, je le dis, là, on en a parlé, il y a eu des moyens de pression pour les enseignants. Je parle pour mon côté de la lorgnette. Je l'ai toujours dit, je le répète encore, les moyens... c'est vraiment les conditions de travail. Oui. Bien, les conditions de travail, c'est le respect qu'on a pour les enseignants. Alors, avec un parent, le clientélisme des parents en milieu scolaire ou justement le respect des enseignants n'est pas là, bien, ça fait quoi? Ça fait en sorte que ton jeune de 4 ans, 5 ans, 10 ans te voit engueuler l'enseignante, te voit parler contre l'enseignante en allant dans la voiture puis en injuriant. Mais quel comportement tu penses que ton enfant va avoir à l'école? C'est ceux-là qu'on va dire, c'est de ces enfants-là qu'on va dire que c'est des indésirables. Mais c'est pas comme ça qu'il faut les appeler, tout d'abord, puis il faut aller gratter de où, puis il faut, en tant que société, changer notre regard sur l'éducation. Puis surtout, se dire qu'en tant qu'adulte, on a ce rôle d'exemple et puis que les enfants sont dans le mimétisme et qu'effectivement, le discours qu'on embrasse à la maison, c'est celui qu'auront nos enfants. On a tendance à dire, et c'est la réalité, les enfants, ils ne naissent pas avec un racisme, quoi que ce soit, capacitisme, sexisme. Ils ne naissent pas avec ça, les enfants. Du tout, du tout. Le cerveau, il n'est pas câblé pour ça. Mais de fait, c'est donc bien ce qu'ils entendent, d'abord dans l'écosystème familial, puis ensuite dans les cours de récréation ou autres, qui fait que ça va teinter. Donc, on a cette responsabilité, comme tu le dis, sociétale, d'être vigilant, parce que oui, lorsqu'on est irrespectueux face à des institutions, face à des professionnels, l'enfant, puis en plus, un professionnel qui est en figure d'autorité, je veux dire, l'enfant, ça l'arrange bien quelque part de se dire « Hey, je suis baquée par mon parent qui trouve que Madame Untel, elle est comme ça. » Donc, on est... Mais ça, c'est une grosse réflection sociétale. C'est perdu d'avance. Si on regarde sur les réseaux sociaux, la façon dont ça se parle, dont ça juge... je veux dire, il y a du très lourd. Hein? Oui, puis je vais même loin, même par exemple par rapport à nos politiciens. Je me dis, tu es un journaliste, appelle-le Monsieur Legault. Appelle-le pas Legault. Pour moi, c'est un manque de respect. Moi, ça va jusque-là. Parce que si tu parles, tu peux parler politique. Il faut que tu parles politique chez toi. Parce qu'il faut que tes enfants t'entendent parler. Mais comment ils vont t'enseigner? Ben, Legault, je veux dire, c'est pas comme ça qu'il faut que ton jeune t'entende parler de politique. Mais puis pour tout, en fait. Pour l'enseignante, le voisin. Exact. Mais c'est ça. C'est comment venir instiller ça. Puis je pense que pour les parents, c'est un petit peu tard. Moi, je le vois, j'ai pris des mauvais tours, puis c'est trop tard. Mais je me dis donc, où est-ce qu'on pourrait reprendre ça pour que les futures générations de parents soient avisées de ça? Et c'est ce que je vais parler dans mon prochain livre, c'est comment faire en sorte que les futurs parents aient, par exemple, conscience de l'importance de l'attachement et conscience effectivement qu'un enfant, c'est ça s'entoure. Puis oui, on a un rôle d'exemplarité. Ça ne veut pas dire être exemplaire, mais on est l'exemple. Puis c'est où, à quel moment, chez les plus petits, on commence à dire ça. Donc, est-ce que l'école, je sais que l'école ne doit pas porter tout ça, mais est-ce qu'on pourrait peut-être lâcher certaines choses à l'école pour permettre d'instiller ça, parce que les enfants sont là quand même 8 heures par jour, puis se dire, peut-être que les premières années, comme je le disais, plutôt que la tenue du crayon, on pourrait, dès le départ, beaucoup insister sur les habiletés, sur les compétences socio-émotionnelles. En France, par exemple, c'est une nécessité absolue.
à la maternelle, on est tellement, tellement loin de ça. Puis là, on le voit, les jeunes générations sont en perdition. Ça va pas bien en France. Hein. Non, puis aussi, c'est ça, c'est ce qu'on se dit, ben c'est important de comment eux vont grandir avec ça. Puis là, on n'a même pas parlé là, des réseaux sociaux, on n'a pas parlé des tablettes, on n'a pas parlé... on se dit, nous, notre génération, on dit, bon, regarde, t'as 2 jeunes, ils sont au restaurant, mais ils sont les 2 sur leur téléphone. Mais il y a une raison par rapport à ça. Oui, c'est toujours l'histoire du lien, déjà. Moi, je reste là-dedans, c'est que les enfants, on leur a donné quelque chose et ils y trouvent évidemment quelque chose de l'ordre du lien. Ils sont capables d'être en lien avec les autres. Puis, il y a du divertissement, il y a de la dopamine, il y a du plaisir. Il y a toutes ces choses-là qu'on leur donne plus dans la vraie vie, comme ils disent, in real life. Mais on leur donne plus ça. Donc, je veux dire, n'allons pas taper sur les jeunes en disant ils sont addicts. Nous, on l'est déjà. Et puis, on leur a donné des outils qui sont pensés pour ça. Je veux dire, ceux qui travaillent à la conceptualisation de ça, c'est des gens de mon métier. C'est des psychologues, c'est des neuroscientifiques, c'est des psychiatres. Ils pensent, c'est des addictologues. Ils savent c'est quoi les tenants de l'addiction. Donc, ils ont construit ça comme ça. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, ils ont loupé leur carrière. Quelle horreur! Non, mais vraiment. Mais c'est ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas en vouloir aux enfants. Parce que c'est ça, on leur a mis dans le bec. On les a façonnés. On leur a mis dans le bec. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Est-ce qu'il faut interdire? L'interdiction, elle a bon dos. OK, interdisons. Mais on leur propose quoi à la place? Tu sais, c'est ça, c'est que est-ce que ça va arranger les parents que les enfants soient plus sur leur écran? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Un enfant, là, 3 heures sur la tablette, on peut faire beaucoup de ménage mais pendant c'est ça, ce temps-là. Quand tu éteins la télé après, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ton enfant? Est-ce que nos enfants sont capables maintenant de jouer tout seuls? Est-ce qu'on laisse nos enfants aller dehors l'imaginaire? Pour jouer? Ouais. Est-ce qu'on les laisse jouer dehors? Non. Parce que ça, c'était bien pratique. Enfin, moi, j'ai été une petite fille de campagne. On allait dehors, puis c'était fait. La journée était faite, c'était parfait. Mais maintenant, on ne les met pas dehors parce que c'est trop dangereux. Donc, c'est tout revoir. Il y a quand même une bascule. Là. Il y a de plus en plus de parents qui se disent « OK, ça fait plus de sens. Non. Les enfants, il faut que ça soit dehors. » Mais là, du coup, il va falloir éduquer les voisins. Accepte que l'enfant, effectivement, il fasse du bruit. Une balle peut briser ta peut voler dans le jardin. Puis à nous aussi d'éduquer nos enfants en disant, bon, on a le droit d'avoir du fun, puis c'est cool, mais on n'est pas obligé non plus d'hurler toute la journée. Tu sais, c'est le bien vivre ensemble. Donc, on a tous un rôle à jouer, mais pour ça, il faut recréer du lien. Il faut déjà connaître nos voisins. Moi, je ne connais pas du tout mes voisins. J'en parle, je dis à chaque fois connaissons, faisons du lien. Puis là, je me dis, je ne connais pas le voisin. Puis des fois, je trouve qu'il me regarde un peu croche là parce que mon enfant, il ne veut pas rentrer dans la voiture. Je me dis, mais si j'allais le voir, puis j'allais lui présenter mes cocos, puis qu'il mette un visage, puis ça humanise déjà les choses, puis ça crée du lien. Puis peut-être que ça détendrait on a une expression en France qui dit ça le détendrait du string. Ben voilà, peut-être. C'est une belle expression. Parlez-moi aussi du collectif L'enfance n'est pas une maladie. Eh bien, ça, c'est parti en 2020. J'avais reçu une vague de demandes d'évaluation en mi-septembre, la rentrée venait et on me dit, des parents qui m'écrivent, mon enfant va être en échec, il faut une évaluation TDAH. Puis c'est arrivé tout en même temps et là, j'ai fait un texte sur Facebook en disant, ça n'a pas de sens, c'est des enfants de première année, enfin, ils s'ajustent, est-ce qu'on peut juste les lâcher? Puis je vous rappelle quand même que l'enfance n'est pas une maladie. Donc c'est parti de ça, puis il y en a qui m'ont écrit en disant, hey, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc on s'est regroupés les uns les autres en essayant de penser quelque chose. Entre-temps, j'ai quand même eu, chère Claudine, 2 enfants. Ce qui fait que ce collectif, il est là, de façon très... Il était moins nourri. C'est ça, c'est-à-dire que les gens sont toujours là. Puis là, cet été, j'ai comme créé un noyau dur avec différents professionnels de tous les domaines de l'enfance, puis des sociologues, des gens dans le droit, parce que je veux vraiment qu'on ait une vision complète de l'enfance. Puis l'idée, c'est ça, c'est de revenir à des messages essentiels qui vont paraître probablement cucu pour plein, mais qui sont vraiment pas acquis. C'est quoi un enfant? C'est quoi ses besoins fondamentaux? Est-ce qu'un enfant, oui, il a besoin de jouer, mais c'est quoi le jeu? Est-ce que c'est les tablettes? Est-ce que c'est avoir plein de jouets dans sa chambre? C'est quoi le lien au vivant? Le jeu le plus éducatif, dernier cri. C'est ça. Donc, c'est revenir à des trucs de base, mais qui sont vraiment pas acquis. Puis de rappeler que, oui, l'enfance, c'est une nature quand même exubérante.
chante, on l'oublie, mais l'enfant, il est câblé comme ça, c'est un Parfois, à un sensoriel. moment donné dans sa vie, il est centré sur lui-même aussi. Il est Complètement, comme dans son... Ça fait partie du kit, puis c'est des développements normaux, puis c'est surtout quand un enfant ne joue pas qu'on doit s'inquiéter. Winnicott, il disait, un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. Donc oui, c'est ça, c'est revenir, le collectif veut revenir à de la base. C'est quoi un enfant? Puis c'est pas évident. J'ai posé la question pour mon essai, Le drame des enfants parfaits. C'est quoi un enfant pour vous? J'ai demandé aux enfants et aux adultes, pas la même vision du tout. Les adultes, bizarrement, ils ont une vision très angélique dans le sens de « Ah, c'est la naïveté, c'est la beauté, pureté. la liberté. » Puis ah, c'est tellement le fun d'être enfant. Tu sais, comme... Mais les enfants, eux, ils parlent en termes de devoir être, devoir faire, devoir écouter, devoir dans tout. Puis la vision des enfants de ce qu'ils sont, j'ai trouvé ça d'une tristesse, c'est vraiment pas la joie. Donc, ça me questionne quand même pas mal sur notre vision de... Il y a des adultes puis des professionnels qui me disent « Mais non, ça n'existe pas, l'anxiété chez les enfants. » Il y a encore des professionnels, puis en santé, hein, qui me disent « Mais non, tu as écrit anxiété, mais... » Voyons, l'anxiété chez un enfant, pourquoi être anxieux? Il a juste, tu sais, à aller à l'école, puis à faire ses choses. Pourtant, il moi n'a qui pas n'ai pas d'obligation. je suis capable de Mais l'observer. c'est sûr. Puis il dit, il n'a pas d'obligation, alors que nous, les adultes, ben, tu sais, quand on pense qu'un enfant ne peut pas être anxieux, c'est qu'on a clairement pas compris ce que parce qu'il a peur de perdre son chien. C'est ça, ou parce qu'il a perdu son papy, puis que c'était sa figure de référence, puis qu'on comprend son meilleur ami déménage dans une autre ville. Un enfant, c'est comme un objet qui n'a pas d'émotion. Puis ça, c'est... On a beau dire qu'on a évolué dans la vision des enfants, c'est pas si vrai que ça. L'enfant, ça reste un objet d'appartenance du parent, un objet d'appartenance sociétale, puis on doit le façonner, c'est sûr, mais le façonner pas en fonction de ce qu'on voit de son potentiel, mais en fonction de ce qu'on pense. En respectant sa propre identité. Exact. Non, il faut le façonner parce que des fois, on veut aussi se refaire. Tu sais, on s'est manqué à un moment donné, donc on se dit, tiens, si Junior, il faisait ce que j'ai pas pu faire. Exemple, le père qui aurait aimé faire la Ligue nationale et qui veut donc, que son fils... Voilà, par exemple. Combien de parents, je leur dis, là, ils vont mettre de côté tout le cheminement scolaire. Puis, faut pas non plus, comment je pourrais dire, un élève qui performe pas à l'école, mais qui performe dans un sport, son estime de lui, puis on n'a rien contre ça. Là, on est pour ça. Mais quand le milieu scolaire, ou que là, la priorité, c'est ça, et tout le stress et la performance est basée là-dessus, parce que là, c'est un jeune hockey élite, on sait tous que 99% vont se retrouver dans une ligue de garage. Là. Ils ne feront pas la Ligue nationale. Mais il y a énormément de pression là, pour ces jeunes-là, des gens qui veulent... Là, je dis OK, mais combien... ça peut être la danse, ça peut être n'importe le chant, ça peut être n'importe quoi. Ou des fois, le parent veut comment je pourrais dire, se réaliser. Oui, puis il y a cet enfant aussi un petit peu trop fait. Il y a quand même beaucoup de parents encore qui présentent leur enfant comme à la fois la réussite pour l'enfant, mais une sorte de réussite éducative. Il y a ça, puis beaucoup en France. Hein. C'est comme si les enfants, c'était vraiment la prolongation de nous-mêmes. Et parce que nos enfants se tiennent bien et sont bien élevés, alors il y a comme cette fierté d'une sorte de réussite personnelle. C'est beaucoup de pression sur les épaules de nos cocos qui, de fait, vont, comme je l'ai dit moi au début, vouloir être adéquats à la hauteur, mais à quel prix? Puis je les vois dans mon bureau, ces petits cocos-là, ils sont brûlés. Je parle de burn-out de l'enfant, puis il y en a, ils me disent « Ouais, c'est excessif. » Ben non, mais je veux dire, c'est la même chose. Pourquoi un adulte ferait un burn-out au travail? Pourquoi un enfant ne pourrait pas être en burn-out? Parce que ce qu'on lui demande, justement, au niveau d'un sport extrêmement demandant, ils ne sont plus capables. Alors, on les tient, puis après, on me dit « Ah, il ne va pas pouvoir venir parce qu'il s'est fait une fracture. » OK? Oui, le médecin a dit que c'était une fracture de fatigue. Vous savez ce que c'est une fracture de fatigue? C'est genre, tu poses le pied, ton pied, il se brise. Tu n'as même pas un coup. Pour que ton os en vienne à se briser, de fatigue, ton corps c'est que ça suffit. Tu sais? Puis je pense qu'il faut quand même l'adresser, ça aussi, aux parents. Quel est le signal d'alarme que vous aimeriez lancer aux parents pour dire, regardez, si vous voulez changer quelque chose ou qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour déjà être soit à l'écoute ou à observer en tant que parent, peu importe l'âge des enfants ou à différents âges? Ben, je reviens sur le mot « lien » dans le sens où il faut être vigilant à... Par exemple, un enfant qui joue beaucoup aux jeux vidéo, on aurait envie de
de le raisonner, de le rendre raisonnable, de lui prendre son truc. Mais c'est toujours avoir en tête qu'est-ce que ça vient compenser, qu'est-ce que ça vient faire que moi, je ne fais pas. Donc, c'est d'abord s'asseoir avec son coco, parce que c'est beaucoup de gens qui me demandent, on fait quoi avec cette addiction? C'est pas je te coupe le truc tout de suite parce que ça ne marchera pas. C'est je m'assois et je m'intéresse. Même si je m'en fous de ton jeu vidéo, mais je le dis pas, mais je m'intéresse quand même à c'est quoi, à quoi tu joues. Puis j'essaye de comprendre ton monde, j'essaye de connecter, j'essaye de faire lien, plutôt que de critiquer en disant tu passes tellement de temps là-dessus, tu vas devenir stupide. Donc je pense que le message que j'ai toujours envie de donner aux parents, c'est maintenez le lien coûte que coûte, c'est essentiel. Une fois qu'on a perdu le lien avec notre enfant et avec notre ado, c'est extrêmement difficile, je trouve, de venir comme essayer de retisser quelque chose. Donc, quel que soit l'âge de nos enfants, c'est garder ce lien-là. Puis ça ne veut pas dire être des parents qui sont tout le temps avec nos enfants puis faire des activités, les entertain, mais c'est avoir en tête que... Devenir des animateurs de... Exact, c'est pas ça l'idée. Ça peut être même quelques minutes par jour, peu importe, mais il faut que ce soit de qualité. Puis il faut vraiment, vraiment s'assurer que la relation est sécure, puis qu'on soit la personne à qui notre enfant pense quand il est en danger ou en détresse. Moi, c'est ce que j'aimerais que mes 4 enfants, c'est quand ils sont en détresse, ils se disent pas « qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde », c'est « je vais aller voir maman » ou « je vais aller voir papa ». Ça, pour moi, c'est la meilleure réussite parentale. Quand je vois qu'il y a 1000 enfants l'année dernière de 6 à 11 ans qui ont appelé tel jeune, alors que c'est dédié aux ados. Un enfant de 6 ans, Claudine, qui appelle tel jeune pour dire « je vais pas bien ». Puis on parle pas d'un enfant qui va dénoncer de la maltraitance chez lui, ça je comprends, mais un enfant qui appelle en disant « je vais pas bien ». Parce qu'il vit quelque chose de pas bien à l'école ou avec son grand frère. Et là, je me dis, au niveau du parent, qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant... qui fait pas village pour qu'un enfant n'ait pas d'adulte référent, peut-être parent ou éducateur, peu importe. Où on est là? Où on est comme société pour qu'un enfant prenne le téléphone? Je disais à mon chum, c'est notre fils dans un an, Gab. Tu te rends compte, c'est comme si Augustin, dans un an, il va prendre le téléphone et il va appeler parce que ni toi ni moi, on est suffisamment rassurant pour l'accueillir dans ce qu'il est Moi, ça me... Donc, le lien, en fait, je le redis, faites en sorte que votre enfant, quand il est dans quelque situation que ce soit, comme on dit, dans la merde, qu'il se dise, OK, je vais le dire à maman ou je vais le dire à papa, puis on va se trouver une solution tous ensemble. Je vais parler aussi brièvement parce que vous êtes professeur à l'université, donc vous enseignez aux futurs psychologues, psychiatres. Donc, bébé docteur. Bébé docteur. Je ne sais pas si ça fait combien de temps que vous enseignez à l'université, mais qu'est-ce que vous voyez de ces futurs psychiatres? En fait, je les reçois surtout, je les reçois à l'hôpital parce que plutôt que d'aller donner la bonne parole dans un amphithéâtre, moi, je les reçois dans mon bureau, puis c'est le stage qu'ils font. C'est comme ça que je professe, entre guillemets. Ce que j'ai observé dans ma spécialité en arrivant ici, c'était quand même cette petite tendance à être très DSM. Ils avaient leur petit DSM, mini DSM dans la poche, et puis ils étaient très scolaires. Je trouvais que les étudiants étaient très scolaires, très d'une médecine un petit peu biomédicale, catégorielle, et je trouvais... Et puis, c'est pour ça que je leur avais dit, moi, si tu veux que je te parle de telle ou telle maladie, tu es capable de le faire sur Google. C'est pas tellement ça. Moi, je voudrais te montrer une façon d'être, une façon d'interagir. Humaniser la profession. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens d'un étudiant, j'arrivais au Québec, qui venait ici, puis c'est ça. Je le voyais très, très, très studieux, à prendre plein de notes sur les critères, puis aller chercher dans le DSM, les définitions. Puis j'ai dit, écoute, je vais te confier une consultation. Puis j'avais vu que c'est une consultation pour hypothèse TDAH. Donc, OK, tu vas la faire, on va être ensemble, puis tu vas me dire. Puis ça a duré, sa consultation, une petite demi-heure. Parce qu'il y avait marqué hypothèse TDAH. Donc, je dis, écoutez, monsieur, madame, on va se retirer. Je vais discuter avec l'étudiant, puis je vais vous revenir. Et puis là, je lui dis, il me dit, c'est un TDAH, il y a tous les critères. Je dis, mais oui, tu as vu donc l'enfant là pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Tu as questionné sur l'école, mais est-ce qu'il ne te manque pas quelque chose? Ouais, mais c'est évident là, et en plus, le médecin pense que c'est ça, donc c'est ça. Puis je dis, écoute, tu es d'accord, on va les faire revenir, puis je vais faire une consultation.
La consultation dure en général 3 heures, hein, puis on reprend depuis la naissance. Et puis là, on en vient que, oui, peut-être TDAH, mais on apprend que, par exemple, puis là, je donne un exemple large, mais c'est un enfant qui est né très, très, très prématuré, qui a été méga hospitalisé les 2-3 premières années de sa vie. C'est ça, qui a eu des gros problèmes de santé, donc qui a beaucoup été, je dirais... dans le milieu médical, avec des soins douloureux, qui fait que cet enfant est en hypervigilance, que manifestement la maman, par exemple, ou le papa a fait une dépression postpartum. Bref, l'attachement là-dedans. Puis c'est pas que l'attachement, on va dire que je suis focalisée là-dessus, mais on était vraiment dans une dynamique où clairement, bien autre chose. Puis c'est ça que je dis à l'étudiant, puis que je dis à mes étudiants, le TDAH, c'est le dernier truc que tu dois penser après avoir tout éliminé. Mais pas ça en premier, s'il te plaît, surtout pas. Puis un enfant, c'est pas juste ce que tu vois dans ton bureau, puis c'est pas juste des critères que les parents te nomment. Parce que c'est ça aussi, hein. Les parents, ils vont nommer parfois ce que l'enseignante va dire. Il bouge, il n'écoute pas. Oui, mais à la maison... Comment ça se passe? Puis des fois, les parents, ils disent ce que j'entends de l'école, c'est pas lui que j'ai à la maison. Ça arrive souvent. Donc, voyez, on a déjà 2 portraits. Donc, qu'est-ce qui se joue? Il y a quelque chose qui fait peut-être à l'école qu'il est comme ça. Qu'est-ce qui se joue? Donc, par rapport aux étudiants, c'est ça. Il y a Parce qu'il ne peut pas être TDAH juste à l'école, puis pas TDAH à la maison. C'est compliqué quand même, là. En pas tout un cas, chapeau qui... Non, ça, c'est ce que je leur dis. Mais donc, pour les étudiants, oui, il y a ce petit côté un petit peu trop scolaire, mais on comprend, on a tous été étudiants, puis on veut faire bonne figure avec les profs. Mais je trouve, par contre, qu'il y a une bascule maintenant auprès des jeunes psychiatres, parce qu'il y en a plein qui m'écrivent, là, en disant j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de l'enfance, puis moi, j'ai envie de sortir de cette vision trop DSM, j'ai envie de sortir de cette vision trop neuroscientifique, puis je trouve ça important, mais je me sens pas encore sécure, là aussi, à le faire, parce que ça prend d'être solide. Le DSM est pas loin. Non, c'est ça, puis c'est bien correct, mais puis ce que je leur dis à tous, c'est que on ne peut pas copier le style de quelqu'un. Vas-y avec ton authenticité de professionnel, puis tes tripes un peu. Donc, si tu aimes faire le clown, moi, j'aime ça, faire le clown. Donc, je vais faire le clown avec mes patients, mais ça ne va pas coller du tout avec un étudiant qui est très, très, très... Il ne faut pas se dénaturer, sinon il n'y aura pas de cohérence. Donc, mais j'aime ça, surtout que les futurs psychiatres aillent de plus en plus aussi vers des modes de psychothérapie. Parce que ce n'est pas une obligation dans toutes les formations, puis ici non plus, mais en France, on avait comme l'obligation d'être formé à des outils psychothérapeutiques. Donc, en plus de notre résidence, on devait, soit faire de la TCC, de l'hypnose, mais on devait être des psychothérapeutes. Et c'est ça, des fois, que je trouve un peu dommage, c'est que la psychothérapie, ici, c'est un truc en plus. Je suis psychiatre, mais pour être psychothérapeute, il faut que je prouve que j'ai tant d'heures de formation de psychothérapie, mais certains psychiatres peuvent ne pas être psychothérapeutes. Je trouve, puis là, il y en a qui vont pas être contents que je dise ça, mais ça manque. Pour moi, on est psychiatre et psychothérapeute, on devrait être capable justement d'être dans un liant de thérapie, puis déjà de donner quand même des trucs, puis pas des trucs, des recettes, mais d'être dans une posture de thérapeute, c'est pas la même chose que d'être dans une posture médicale stricte. C'est pas la même chose. Puis ça se voit, je trouve, dans nos pratiques. Qu'est-ce qu'on souhaite à la psychiatre Céline Lamy? Quelles sont ses futures aspirations dans les années à venir en tant que professionnelle? Les aspirations, j'aimerais continuer à écrire, ça c'est sûr, puis ça va bien. J'ai en tête, avec une collègue de créer, j'ai en tête depuis des années l'école du lien. C'est le mot qui me vient. Puis ce ne serait pas une école pour les enfants ni quoi que ce soit, mais un endroit où les professionnels qui ont envie de remettre le lien au centre de leur existence pourraient venir... Et de leur pratique. Oui, exact. Pourraient venir pour travailler ensemble, co-créer, pour se former, puis que ce soit aussi un lieu de recherche. Donc, c'est en cours de mûrissement, cette école du lien-là. Moi, je me souhaite encore plein de belles rencontres avec les petits cocos, de ne pas perdre la flamme. Ce n'est pas toujours évident. Je l'écris dans mon essai, mais il y a eu des moments où je peux me dire, est-ce que c'est pour ça que je suis devenue médecin? C'est pour ça, justement, le fait de dire et de dénoncer, ça m'aide aussi à tenir en disant, OK, mais on peut faire autrement, puis est-ce qu'on peut se remettre un peu en question? Mais c'est ça, je me souhaite de ne pas perdre la flamme, d'avoir toujours du plaisir.
Et puis... Puis on a voilà. effleuré aussi parce que vous travaillez aussi avec la clientèle de la Côte-Nord. Oui, Ça avec doit être Homo. différent, là, quand vous arrivez à Saint-Jérôme, vous allez... donc, qu'est-ce qui est différent dans cette clientèle-là? Moi, je suis surtout déjà fascinée par la résilience des équipes parce qu'à Baie-Comeau où je travaille, il n'y a pas de pédopsychiatre. Il y a un service de pédopsychiatrie sans pédopsychiatre. Donc, c'est une travailleuse sociale qui tient le fort comme coordonnatrice avec une psychologue, plus l'équipe de secrétaires, etc., infirmières. Mais je veux dire, ils font des merveilles sans le pédopsychiatre et parce que justement le lien, ils connaissent les familles, ils connaissent les intervenants des PJ, les écoles, je veux dire, ils ont fait un village autour des enfants. Ils sont très multidisciplinaires, mais très complètement, serrés. ils sont polyvalents, puis c'est incroyable. Donc déjà ça, et de fait, oui, je suis très, très touchée par les histoires des enfants parce que certaines histoires sont vraiment, je trouve, tragiques. Puis on est pour certains, multicarencés, etc. Mais il y a toujours cette beauté de l'humain qui, malgré tout ce qu'il vit, vient te voir, puis te dépose. Pour moi, c'est des cadeaux que les enfants me font quand ils viennent, puis les parents, puis ils me font confiance, puis ils me déposent leur histoire. Je me sens vraiment privilégiée et choyée d'être témoin de leur histoire. Est-ce que la dynamique parentale, comment je pourrais dire, la clientèle parentale est différente, comme par exemple quand on arrive dans un milieu défavorisé et qu'on enseigne? Il y a vraiment une différence dans la clientèle, dans la réception, dans la gratitude des enfants versus quand on arrive en milieu favorisé. Oui, je préfère travailler avec des familles et des enfants qui viennent aussi un petit peu de mon milieu quand même, malgré tout. Moi, je dis la campagne, mais j'aime ça, je me sens très, très proche. Bien grondée à la terre, c'est mes racines à moi. Et puis je trouve que la question de la plainte, de la façon dont on se plaint des choses n'est pas la même. Il y a une sorte de pudeur à dire les choses, puis qu'on perd, je trouve, quand on est très privilégié. On a comme plus de pudeur à se plaindre de nos petits trucs. Puis je trouve que dans ces milieux, puis ces familles, il y a cette pudeur-là à garder des choses, puis à pas trop oser, alors que je leur dis, hey, c'est vraiment douloureux, là, tu sais, c'est violent ce que vous vivez. Donc, je fais pas de différence, mais je les aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on souhaite à la mère de 4 enfants? Qu'est-ce qu'on lui souhaite? De pas trop stresser pour la suite de mes petits cocos, là, mes 15 ans sont chez leur papa en ce moment, donc ça, c'est comme facile d'avoir ces ados à distance. Mais mes petits cocos, je suis pas mal préoccupée pour l'école. Pour l'école, dans le sens... À quelle école les mettre? Est-ce que je dois les mettre à l'école? C'est drôle, mais je suis vraiment là-dedans. Je suis pas homeschooling et tout ça. Je n'ai pas les capacités de faire ça, mais je me questionne beaucoup. Il y en a de plus en plus qui font l'école à la maison. On en fait de plus en plus. Mon petit coco rentre à la maternelle à la rentrée prochaine, Augustin. Donc, c'est un questionnement avec son papa de qu'est-ce qu'on fait. Ça, comme je vous le dis, l'école, pour moi, c'est amour-haine. Puis j'ai aimé travailler. Il ne faut pas qu'ils revivent la même chose que Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais pas les vacances scolaires. C'était vraiment horrible pour moi. Mais en même temps, j'ai été très malmenée à l'école. Donc, je voudrais pas ça. Donc, c'est toujours une inquiétude de où on va le mettre. Puis mon chum, lui, il est un peu laissé faire, laissé râler. Il me dit... Trust the process, ça va bien aller. Souvent, les papas sont là-dedans. Oui, merci les papas. Ils sont essentiels dans les consultations, d'ailleurs, je le redis. Souvent, les mamans viennent toutes seules, puis moi, j'aime ça voir les papas parce qu'ils ont une autre vision de leur fils aussi, notamment, parce que les mamans sont très anxieuses, puis les papas disent « ça reste un petit gars », puis oui, ça reste un petit gars. Puis il y a les enjeux aussi qui sont différents. En terminant, qu'est-ce que vous pensez que ça a amené de plus positif à vos enfants du fait que vous soyez psychiatre et un petit peu plus négatif? Aïe, aïe, aïe. À votre conjoint aussi, peut-être? Ouais. Pour mes enfants, le négatif, c'est qu'effectivement, j'ai quand même tendance à avoir ce regard rapide et avisé sur les choses. Puis moi, par exemple, ma grande angoisse, c'est d'avoir scrappé l'attachement de mes enfants. Donc, je ressasse des trucs de la césarienne. Puis, c'est ça. Mais puis, justement, tu sais, c'est comment
comment pas être là-dedans, dans cet excès. Puis, par contre, à la fois dans mon parcours de pédopsychiatre, puis aussi le livre sur ma dépression, etc., c'est avoir amené la possibilité de dire, puis d'être la figure de réassurance, puis d'attachement. Ça, c'est le truc positif que je pense qui m'a beaucoup, beaucoup servi. Puis on dit les émotions très tôt. Mon petit de 3 ans qui dit « je suis contrariée » ou « je suis inquiet », ben moi, j'estime j'ai de la peine, ouais, je suis en colère. C'est ça. Ou « t'es pas belle, maman, t'es vieille ». En ce moment, c'est son truc. Je suis comme « ok, bon, peut-être que la liberté de la parole des enfants, je vais en reparler une autre fois ». J'ai peut-être diminué ça. Ce fut tellement un grand plaisir, Dr. Lamy. Vraiment, vraiment. On aurait pu en parler longtemps. Vous savez que je remets un diplôme à la fin. Bon, naturellement, ce ne sera pas le plus prestigieux, bien sûr, mais c'est quand même un de cœur et possiblement plus le plus rattaché à vos clients, à vos patients. Plus à vos patients. Alors, certificat d'engagement décerné à Dr. Céline Lamy. Pour le devoir qu'elle se fait de questionner constamment le monde professionnel dans lequel elle pratique, pour les entrevues et les participations médiatiques engagées et pertinentes, pour la transmission continue de ses connaissances et de ses expertises, pour les nombreux étudiants et collègues interpellés et inspirés, pour les livres, les essais, le collectif et bien plus encore, pour tous les enfants compris, accompagnés et observés différemment, pour les standards questionnés, les normalités dénoncées et les étiquettes enrayées, pour les nombreuses réflexions amorcées et maintenues, pour cet appel bienveillant à la désobéissance créative et positive, pour avoir agrandi sa famille en prenant soin des enfants des autres, pour les siens qui doivent partager leur brillante et dévouée maman, pour sa mission sociale et éducative ayant des impacts directs sur notre société, pour les enfants, les parents d'aujourd'hui et demain. Merci, Dr. Punk Lamy. Oh, wow, merci. Et bien là, c'est beaucoup, hein? Merci, Claudine. Oui. Puis on avait dit que tu m'appelais Céline, alors on va devoir en refaire une autre pour la prochaine. C'est sûr qu'on aura du contenu pour une autre. Oui. Certains, vraiment. Merci, c'est un diplôme du cœur. Hey. Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans mon bureau? Oui, okay. Vous pouvez l'afficher où vous voulez. Ben, je vais le mettre dans mon bureau. C'est un honneur. C'est un honneur d'avoir une place dans votre bureau. Un grand plaisir, en tout cas, de cette invitation. Merci. Et c'est un au revoir, certainement. Oui, c'est certain. Merci.